Amis téléspectateurs, vous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, bonsoir, bienvenue donc à cette émission dont vous êtes fidèles. Alors, Vérité politique reçoit aujourd'hui un cadre politique de ce pays. Il s'agit de Dr Succès Masra. Monsieur Succès, bonsoir. Bonsoir Hamid et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici, à l'international, sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, très heureux de vous retrouver donc, dans le cadre de cette émission Vérité politique, dont j'espère que vous avez l'habitude de suivre. Absolument. Et aujourd'hui, vous êtes là avec nous, donc nous allons échanger beaucoup plus dans le cadre de la chose politique, puisque le nom c'est Vérité politique et nous allons essayer de dire surtout la vérité. Absolument. Voilà. Alors nous allons commencer comme le veut donc cette émission par une petite présentation pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Qui est Dr Succès Masra? Merci, en tout cas merci énormément pour tous ceux à qui je n'ai pas eu encore l'occasion de souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2019. Je voudrais en tout cas souhaiter une année d'audace, d'espérance, espérance pour notre pays et une année d'engagement pour que leur année, mais aussi, j'allais dire, leur vie soit véritablement transformée et qui contribue à la transformation de notre pays, notamment pour les compatriotes qui nous suivent. Je voudrais aussi avoir une pensée pour certains de nos compatriotes qui sont dans des endroits, je pense notamment au nord de notre pays, où il y a encore la guerre là-bas, où des Tchadiens sont en train de tuer d'autres Tchadiens pour différentes raisons. Je voudrais avoir une pensée pour ceux de Miski, ceux du Grand BT de notre pays. Je voudrais avoir une pensée pour ceux qui sont dans nos hôpitaux aujourd'hui et qui ont des soucis de santé et tout. Je voudrais avoir une pensée pour ceux-là. Une pensée particulière aussi, enfin, pour nos compatriotes. Je pense à Youssouf Alamine, qui est un jeune étudiant tchadien qui est en prison en Inde depuis 4 ans. On aura l'occasion peut-être de revenir sur lui. Je pense à lui. Je pense à Eve Kassiré, qui a été défigurée complètement, qui est une de nos compatriotes et qui crie pour que le pays lui vienne en aide depuis des années. Et tous ces anonymes que je ne peux pas citer ici, dont je voudrais consacrer quelques minutes de ma présentation à avoir une pensée pour tout cela. Et tous les vulnérables de notre société, les abandonnés un peu de nos pays, je voudrais avoir une pensée pour eux en ce début d'année. Ensuite, pour ce qui me concerne, je suis, vous l'avez déjà dit, Succès Masra. J'aime bien me définir comme un Tchadien, de la tête aux pieds, qui a eu la chance d'aller rencontrer d'autres peuples ailleurs, de se former au gré des différentes rencontres que j'ai eu à avoir. Tous ceux qui ont contribué à faire de moi ce que je suis, ils sont des enseignants qui ont commencé avec moi au village. Ils sont chrétiens, ils sont musulmans, ils sont pour certains non-croyants, ils sont africains, tchadiens, et pour d'autres, ils sont même non-africains, ils sont arabes, ils sont juifs. Bref, en tout cas, je me suis construit au gré des différentes rencontres. Et puis voilà, mais je me considère vraiment comme un soldat de développement et de tolérance, et c'est à ce titre que je suis là avec vous. Quelqu'un qui aime passionnément son pays, le Tchad, et heureusement que je ne suis pas seul, nous sommes nombreux, donc c'est ce que je puis dire en ce qui me concerne. Si les gens veulent d'autres précisions, eh bien, je suis prêt à les donner, mais voilà, je pense que le plus important, c'est ce que nous allons proposer ensemble pour la transformation de notre pays qui importe davantage à nos compatriotes aujourd'hui. Voilà. Succès, vous êtes un économiste de formation. Vous avez fait d'abord vos preuves en France, là où vous avez étudié. Ensuite, vous avez également passé un peu de temps à la BAT avant de rentrer au pays. Nous allons donc essayer de très rapidement parler de cela. Dites-nous comment est-ce que vous êtes arrivé donc à suivre cette formation et devenir enfin économiste. Écoutez, je vais peut-être revenir sur cette histoire. Certains d'entre vous, ceux qui nous suivent, peut-être connaissent déjà un peu cette histoire. Je suis quelqu'un qui a commencé l'école ici au village. Dans un village du Tchad où j'étais né. Et j'ai commencé là-bas il y a à peu près, aujourd'hui, ça va faire 29 ans. Donc, jour pour jour, au moment où le président actuel prenait le pouvoir. Donc, j'ai commencé au village, dans la précarité, mais dans l'amour aussi du village. Et les maîtres du village m'ont enseigné les premiers mots qui m'ont permis de croire un peu en moi et de travailler, la valeur travailler notamment. C'est ceux-là qui m'ont appris. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller à SAR, au collège Charles Luanga de SAR, où j'ai fini la terminale là-bas. J'ai fait de la 6e en terminale là-bas. Et après mon bac, j'ai dû donc aller, pas tout de suite en France, dans une école d'excellence sous-régionale, l'Université catholique d'Afrique centrale,
centrale. J'ai fait un concours pour entrer dans cette université où j'ai été formé là-bas grâce à une bourse d'excellence de l'Union européenne, faut-il le dire pour le saluer. Et une fois que j'ai fini là-bas, j'ai fait encore un autre concours pour aller, cette fois-ci en France, pour continuer, grâce à une famille entreprenante de France qui a mis à disposition une bourse pour les 4 meilleurs, et j'ai eu la chance de faire partie de ceux-là, et donc j'ai dû aller atterrir en France pour continuer mes études et donc faire mon master recherche professionnelle, et ensuite j'ai fait l'admission à l'Institut d'études politiques de Paris où j'ai été formé là-bas, et ensuite, comme j'avais déjà un master, ça m'a permis de m'inscrire en doctorat en économie à la Sorbonne où j'ai fait une thèse d'économie. Mais vous l'avez dit, donc j'ai commencé à avoir une expérience internationale. Mais ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est de rentrer, travailler pour mon continent, travailler pour mon pays, travailler à son développement. C'était d'abord ça qui me passionnait vraiment. Donc, j'avais à cœur de rentrer, travailler dans une institution qui se donnait pour mission de bâtir aujourd'hui une meilleure Afrique que demain, c'est la Banque africaine de développement. Parce que le mot développement me parlait, parce que les défis de développement du Tchad me parlent. Donc, je voulais contribuer à l'échelle du continent, à l'échelle de mon pays, au développement. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai dû faire le concours. Chaque année, on sélectionne à peu près une vingtaine de jeunes cadre, et donc j'ai eu l'occasion de faire ce concours. À l'époque, je me souviens, on était à peu près 6000 candidats pour une vingtaine de places, et donc j'ai eu l'occasion humblement d'être le tout premier jeune tchadien à rentrer. J'avais 26 ans à l'époque à la Banque africaine de développement, et donc j'ai eu l'occasion de travailler sur différents projets de développement et de gravir les échelons donc jusqu'à l'économiste principal au sein de cette institution, avant la décision qui pour moi est peut-être sans doute la plus grande décision sur le plan public. C'est la plus grande décision de ma vie, de m'engager maintenant de façon définitive, de façon irréversible pour la transformation de notre pays, aux côtés de tous ceux-là qui sont des milliers et des millions qui se battent dans ce pays et qui espèrent que le Tchad pourra un jour devenir un pays véritablement qui devient une terre d'opportunité pour l'ensemble de ses enfants. Donc voilà un peu pour le petit parcours qui est le mien, et aujourd'hui plutôt donc pleinement engagé avec tous les transformateurs et transformatrices de notre pays à essayer de proposer un chemin crédible pour l'ensemble des Tchadiens. Alors nous allons revenir sur les réelles motivations, ce qui vous a poussé réellement à quitter donc cette institution internationale. Dites-nous, Monsieur Succès, il se trouve que vous aimez également écrire. Comment est-ce l'amour d'écrire est venu en tant qu'économiste déjà? Comment est-ce que vous partagez votre temps lorsque vous exercez déjà votre métier d'économiste à écrire en même temps? Vous avez écrit quelques livres. Oui, j'aime écrire, peut-être en partie pour que demain qu'on ne dise pas, pour le continent africain, pour le Tchad aussi, mais j'encourage beaucoup de jeunes d'ailleurs à écrire, qu'on ne dise pas que quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Nous devons écrire nos histoires. En tout cas, je pense que le goût de l'écriture, je l'ai, quand je revois a posteriori, je l'ai au CCL, au collège Charles Lwanga. Il y avait un journal qui s'appelait le journal Lueur, et je me souviens quand j'étais entré en 6e, j'avais voulu vraiment faire partie de l'équipe de rédaction de ce journal. On prenait très peu les gens qui étaient en 6e, mais je m'étais battu au gré des dissertations de rédaction, et donc au bout d'un premier trimestre bien réussi, mon prof de français m'a proposé de rentrer dans l'équipe du journal. Et je me souviens, l'un des tout premiers articles que j'avais écrit, c'était la violence en milieu scolaire. Quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, quelles sont les solutions que nous pouvons proposer pour éviter qu'en milieu scolaire, que la violence vienne polluer l'environnement qui doit être un environnement de travail. C'était l'un de mes tout premiers articles que j'ai publié et qui a été remarqué. Donc du coup, je suis rentré dans l'équipe de rédaction de ce journal-là. Et voilà, on débattait de tout. Il y avait des questions de politique, les questions de société, les questions sportives, les questions culturelles. Voilà, donc pour permettre que déjà très tôt, qu'on habitue les gens à écrire sur les faits de société, sur la vision qu'ils ont, sur leurs espérances, sur leurs espoirs. Voilà, donc j'ai gravi les échelons au sein de ce journal qui s'appelait le journal Lueur, Lueur comme la lumière, l'espoir. Et puis finalement, donc, j'en étais devenu rédacteur en chef, pas rédacteur en chef de votre trame, qui est plus important, mais rédacteur en chef à l'époque à mon petit niveau dans un journal du collège Charles Lwanga. Et c'était marrant parce que moi j'étais de filière scientifique. Donc j'étais en seconde C,
C, en première C, en terminale C. Mais bon, quand j'arrivais en première, on m'avait élu rédacteur en chef de ce journal-là. Et les amis me taquinaient en disant que j'étais un scientifique littéraire. Voilà, donc je pense que le goût d'écrire était parti de cela. Et puis, quand je suis rentré à l'université, eh bien, je m'étais dit, en tout cas, être scientifique n'empêche pas de pouvoir écrire. Donc, comme ça, j'ai commencé à écrire mon premier livre. J'étais encore à l'université. Et puis, finalement, ça en est suivi d'autres livres, y compris un livre qu'on a fait avec 27 jeunes venant du Tchad et de l'international pour rendre hommage à Nelson Mandela, qui s'appelle Les Héritiers de Madiba, avec des jeunes Tchadiens qui croient un peu dans le style de leadership de Nelson Mandela et comment ils peuvent s'engager à perpétuer cet héritage dans nos pays, dans notre pays, le Tchad, mais aussi dans le continent africain. Mais Nelson Mandela était devenu un personnage qui appartient maintenant à l'universel. Donc, il était question aussi d'écrire par des Africains pour dire, et de nouvelles générations d'Africains, pour dire qu'est-ce qu'ils retiennent de cet homme et en quoi ça peut les inspirer, en tout cas dans les combats pour la transformation de leur pays. Voilà. Donc, et puis bien d'autres livres, et j'en ai quelques-uns dans les tuyaux que je vais proposer aux Tchadiens sous forme de propositions concrètes de transformation de notre pays sur différents domaines, l'énergie, les TIC, sur la question de la tolérance et ce que nous pouvons en faire dans notre pays, sur la question de la diversification de notre économie, dont nous avons besoin aussi. Donc, sur l'ensemble de ces sujets, j'en ai quelques-uns dans mes tuyaux que j'espère publier dans les prochains jours. Voilà, donc l'écriture pour moi, c'est une manière de communiquer, de parler, de discuter, d'échanger, de débattre avec les compatriotes. Donc, c'est comme ça que c'est devenu finalement un réflexe. Alors, en tant que collégien déjà, et étant donné que vous êtes nommé par vos collègues, donc rédacteur en chef de ce journal-là, est-ce que vous avez eu l'idée de devenir journaliste plus tard ou pas? Je n'avais pas eu l'idée de devenir journaliste en tant que tel, mais ça m'a peut-être réveillé en moi l'envie de dire des choses, de nommer des choses, de nommer des faits dans la société, des choses qui vont bien, de pouvoir le dire, des choses qui ne vont pas bien, de pouvoir le dire. En partie, peut-être l'éducation que je recevais dans cet établissement qui nous communiquait ce qu'on appelle chez les jésuites le magis, culture à la fois de l'excellence et de la tolérance. Il y avait donc cette envie, en tout cas, de me dire, à travers l'écriture, je pouvais, en tout cas, dire un certain nombre de choses. Et je me souviens que d'ailleurs, à l'époque, j'avais écrit un article sur la nécessité de faire en sorte que les forces de sécurité soient plus respectueuses des citoyens. Et ça m'a valu d'ailleurs d'être pourchassé. À l'époque, pourchassé c'est trop dire, mais il a fallu qu'on me cache dans le lycée parce que j'avais été suivi et recherché par des agents un commissaire à l'époque, Assar, qui trouvait que je n'avais pas le droit, en tout cas, de dire un certain nombre de choses. Voilà, mais c'était du bon sens que je les avais simplement nommés. Donc je pense que peut-être ça cimentait en moi cette envie ou cette volonté, plus tard, de me dire, dans la société, il faut pouvoir écrire, c'est écrit pour longtemps. Quand on écrit, ça reste. Donc, on peut être capable, en tout cas, de nommer un certain nombre de choses qui sont des maux de la société et de proposer surtout des solutions. Donc, je pense que c'est ça que ça a suscité davantage à moi pour essayer d'être utile à la société, davantage, mais pas spécifiquement comme un journaliste, mais pour servir, en tout cas pour être utile. Je pense que cette idée était déjà là, enfouie en moi. Alors, revenons un peu sur votre passage à la BAT, cette institution internationale-là. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui comme souvenir avant de revenir sur les réelles motivations, comme je l'avais dit, qui vous ont poussé donc à quitter cette institution? Qu'est-ce que je retiens? Combien de temps vous avez mis d'abord dans cette institution? De 2010 à 2018, donc j'ai mis presque 8 ans. 8 ans au sein de cette institution. Ce que je retiens de mon parcours, de mon passage au niveau de la Banque africaine de développement, où j'ai travaillé sur des sujets de développement, c'est que le défi de développement du continent africain est un défi global dans lequel la place du leadership à l'échelle d'un pays est fondamentale. La Banque africaine de développement travaille avec l'ensemble des pays africains, comme les autres institutions de financement du développement, le FMI, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, etc., etc. Toutes ces institutions-là travaillent avec l'ensemble des pays. Mais qu'est-ce qui fait que dans un pays, ça réussit et dans un autre, ça ne réussit pas? C'est le leadership. C'est le leadership et la vision
qui existe dans ce pays. Qu'est-ce qui peut faire que cette même institution, qui utilise les mêmes instruments, travaillant avec le Maroc, pourquoi est-ce que le Maroc peut avoir 100% d'accès à l'électricité en utilisant l'énergie solaire? Et pourquoi est-ce que mon pays, le Tchad, peut avoir 3% d'accès à l'électricité alors que nous avons les mêmes taux d'ensoleillement? Pourquoi est-ce que la même banque qui travaille avec l'Afrique du Sud, les résultats sont différents là-bas que les résultats qu'on obtient avec le Cameroun ou le Gabon ou la RCA? Vous voyez? Donc, la leçon que je tire de tout cela, c'est que les institutions de financement du développement viennent appuyer les politiques de développement. Encore faut-il à l'échelle d'un pays avoir une politique de développement. C'est comme la synovie pour les rotules. Si vous n'avez pas de jambes, la synovie n'est qu'un liquide qui ne vous servira pas à grand-chose. Donc la vision à l'échelle d'un pays, le leadership à l'échelle d'un pays, les équipes en place dans un pays sont fondamentales. Parce que si vous n'avez pas ça, ces institutions ne peuvent pas se substituer à ce qui se passe dans les pays. Donc, je n'en connais pas d'institutions qui se substituent aux gens qui appartiennent à un pays dans leur politique de développement. Donc je pense que c'est cette leçon-là que je voudrais aujourd'hui partager avec l'ensemble de nos compatriotes qui nous suivent, que l'importance d'un leadership et de la vision à l'échelle de nos pays, c'est fondamental si nous voulons vraiment la transformation de notre pays, de notre continent. Et c'est cela que je retiens, parce que j'ai vu des projets aller rapidement. Je prends l'exemple du Maroc, pour être concret. J'ai eu la chance de conduire l'analyse économique de la plus grande centrale solaire au monde, qui se trouve dans ce pays, en Afrique, au Maroc. En 5 ans, les Marocains ont réussi à investir pour 1500 mégawatts d'énergie solaire. Le Tchad, en 60 ans, nous n'avons même pas 10 mégawatts. C'est-à-dire qu'en 5 ans, ils ont fait 150 fois ce que nous avons fait depuis les indépendances. Ils travaillent avec les mêmes partenaires, ils travaillent avec les mêmes institutions. La différence, c'est quoi? C'est la vision, c'est la volonté d'aller au concret. Et donc, sans aller dans les détails de comment ils ont fait, nous avons les mêmes, en tout cas, possibilités de faire la même chose dans notre pays. Ils ne sont pas des magiciens. Ils utilisent la langue que nous utilisons aussi, le français. Ils sont pour certains formés dans les mêmes écoles que des Tchadiens, nombreux que je rencontre, qui sont formés dans les mêmes écoles. Donc, je donne cet exemple concret pour illustrer le propos, pour dire aux gens que ce n'est pas impossible, que des chemins alternatifs, exigeants, sont possibles dans notre pays. Et la question de l'énergie, je reviens là-dessus, pour donner cet exemple, parce que c'est fondamental. Parce que sans énergie, vous ne pouvez rien réaliser comme développement optimal. Sans énergie, il n'y a pas d'émergence. Donc ça, je le dis aussi pour que les gens comprennent. Donc je donne cet exemple-là simplement pour illustrer. Nous aurons l'occasion de revenir peut-être sur des propositions concrètes que nous allons faire pour l'avenir. Je suis venu aujourd'hui, en tout cas, avec une volonté, celle plutôt de propositions concrètes pour que les choses changent. Donc je dis, par exemple, sur le secteur de l'énergie, nous pouvons changer. Il nous faut de la vision. Après la vision, il nous faut des institutions. Après les institutions, il faut des hommes et des femmes compétents à tous les niveaux. Les Marocains ont été capables même de lancer un appel à candidature internationale. Si vous êtes Marocain et que vous êtes à l'international, que vous êtes bien formé, on vous recrute, on vous donne les meilleurs salaires et les meilleures conditions. Vous venez travailler. On ne regarde pas votre tribu, on ne regarde pas votre genre, on ne regarde pas... Voilà, vous voyez? Et donc, ils ont mis des gens compétents. D'accord? Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous mettez les équipes pour le suivi et la mise en œuvre. Et puis, la réalisation est suivie sur le terrain. Quand vous avez fait cette boucle, eh bien, vous êtes capable, y compris de mobiliser des financements. Et pour réaliser cette centrale au Maroc, ils ont pu lever à peu près 200 milliards de francs CFA de dons auprès des institutions pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qui va empêcher au Tchad de pouvoir le faire? Eh bien voilà. Donc ça, c'est des choses concrètes que je donne aussi comme exemple pour dire aux gens. Quand on dit aux gens ce n'est pas possible et tout, je leur dis non. Les autres pays qui font ne sont pas des extraterrestres. Ils ont en tout cas, ils sont constitués comme nous autres aussi. Et donc voilà, je donne aussi cela pour illustrer mon propos sur des choses possibles. Donc voilà, j'ai été long, mais pour illustrer mon propos et pour me résumer sur votre question, la leçon que je tire aujourd'hui, aucune institution, aucun pays, futur partenaire du Tchad depuis des décennies, ne viendra remplacer les Tchadiens dans leur politique de développement. Ne comptons pas sur un dirigeant étranger, ne comptons pas sur une institution
uniquement. Ne comptons pas sur des partenaires bilatéraux uniquement. La première responsabilité de développement d'un pays, c'est d'abord le peuple lui-même, ses dirigeants, et ensuite les autres viennent comme des... Permettez qu'on aille pas à pas. Alors là, vous êtes en train déjà de faire des propositions. Nous allons revenir presque à la fin de cet entretien. Alors déjà, étant en qualité d'économiste principal à la BAT, et en évoquant notamment ce bel exemple-là du Maroc, qui a pu donc mettre en place ce projet. Vous déjà, en tant que Tchadien, en tant qu'économiste principal également à la BAT, et connaissant également les réalités de votre pays, est-ce que vous avez pu peut-être aider d'une façon ou d'une autre à aider donc le pays à avoir ce genre de projet? Aujourd'hui, nous ne serons pas dans cette situation. Qu'avez-vous fait pour aider donc le pays dans ce sens-là, lorsque vous étiez donc à ce poste? Très bonne question. Très bonne question. C'est très difficile de parler de soi directement, de ce qu'on a fait. Mais je voudrais vous donner un exemple concret. On m'a mis sur un des projets qui concerne le Tchad, l'interconnexion électrique entre le Tchad et le Cameroun. Depuis 2007, les dirigeants des différents pays en parlaient, mais il n'y avait rien. Il n'y avait aucune étude, aucun document. Donc politiquement, on l'annonçait qu'on va interconnecter le Tchad et le Cameroun. Et finalement, on s'est rendu compte jusqu'en 2010, et tout ça, il n'y avait rien comme étude. En 2013, lorsqu'on m'a confié de gérer le Cameroun et du coup donc l'interconnexion entre le Cameroun et le Tchad, j'ai conduit donc une étude. J'ai en tout cas plaidé pour la nécessité d'abord d'une étude d'interconnexion, parce que sans les études vous ne pouvez rien faire. Et on voulait connecter le Cameroun au Tchad via Koussery uniquement. Donc il fallait même changer le tracé pour faire en sorte que le Tchad puisse en bénéficier de l'intérieur du pays et avoir plus de 200 km, 250 km d'interconnexion à l'intérieur, plutôt que de s'arrêter uniquement, de faire tout le nord du Cameroun et s'arrêter à Koussery, ce qui n'allait pas bénéficier au Tchad. Donc on a obtenu de mettre ce tracé dans le projet d'interconnexion et de mobiliser des financements, de dons même pour le Tchad, de plus d'1,5 milliard de mémoire, qui a permis donc de réaliser ce projet d'interconnexion entre le Tchad, en fait l'étude d'interconnexion entre le Tchad et le Cameroun, et ensuite de mobiliser les financements. Et aujourd'hui, ce projet est en cours. Les financements ont déjà été approuvés et la mécanique pour la réalisation existe déjà. Et donc ça, c'est un exemple concret de ce qu'il a fallu faire pour interconnecter le Tchad et le Cameroun. Parce que du coup, ça va permettre l'échange d'électricité dans les deux sens. Le Cameroun peut envoyer de l'énergie au Tchad et demain, peut-être, le Tchad pourra envoyer l'énergie au Cameroun. Parce que sans énergie, ces pays d'Afrique centrale ne pourront pas se développer. Ça, c'est un exemple concret que je donne. Mais en même temps, en dehors de cela, j'ai dû faire des propositions en étant là-bas, pour recommander, en tout cas, à ceux qui sont en charge du pays. De propositions aux responsables de la banque non, aux responsables publics tchadiens, pour copier sur le modèle du Maroc et sur les autres pays et compagnie. Mais c'est un tout, c'est une politique globale. Et je ne vais pas aller écouter l'orgueil négatif, parce que ce dont il est question, c'est de l'avenir en commun. Je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur les uns et les autres, je suis simplement en train de dire, pour maintenant et pour l'avenir, nous devons changer. Parce que si nous ne changeons pas la même recette, nous avons commencé les indépendances avec une lampe torche, 60 ans plus tard, nous sommes à 3% d'accès à l'électricité. C'est quoi les transformateurs? Est-ce un mouvement, une association, un parti politique? Et est-ce que vous avez obtenu légalement votre autorisation? Alors, les transformateurs, c'est un mouvement à la base qui a en essence de devenir un parti politique. Mouvement à la base et le mouvement légalement constitué. Puisqu'un mouvement, ça se constitue avec tous les aspects que vous maîtrisez. Il n'y avait pas besoin d'éléments particuliers. Donc, nous exercions en tant que mouvement légalement constitué. Et puis maintenant, nous sommes en instance de transformation, si vous me permettez le terme, pour devenir un parti politique. Avec la vocation, donc, en tout cas, d'exercer pleinement. Et donc, le processus est en cours et nous attendons d'ailleurs sereinement cela. Donc, voilà. Donc, à la base, un mouvement, mais qui est en transformation pour devenir un parti politique afin de, en tout cas, de faire des propositions qui vont aller dans le sens de la transformation de notre pays. Alors, aujourd'hui, ça fait déjà 1 an que vous êtes rentré, vous avez mis en place donc ce mouvement dénommé les transformateurs. Vous n'êtes pas vraiment assez
assez connu au Tchad. Vous avez mis... Avril 2018, donc un peu moins d'un an encore. D'accord. Alors, déjà, il faut le dire, vous avez mis assez du temps à l'extérieur, notamment en France et à la BAD également. Vous êtes rentré à moins d'1 an d'ailleurs. Vous n'êtes pas assez connu. Aujourd'hui, vous fondez donc ce mouvement. Vous comptez également devenir un parti politique et conquérir notamment le pouvoir. Est-ce que vous avez vraiment les moyens de vos politiques, puisque vous n'êtes pas assez connu? Écoutez, le fait de dire ça, c'est peut-être le résumé à ma personne. Ça fait partie des choses que nous voulons changer. Ces partis qui meurent avec leurs fondateurs, nous en connaissons. Ces pays qui pensent que en tout cas ces dirigeants qui pensent que sans eux, le pays ne servira à rien. Nous voulons aussi changer cela. Les transformateurs, ce n'est pas ma modeste personne uniquement. Aujourd'hui, nous sommes des dizaines de milliers de Tchadiens qui nous ont rejoints. Et quand vous me dites que je ne suis pas assez connu au Tchad, je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Mais je crois que je ne suis pas quelqu'un qui a quitté le Tchad. Je n'ai jamais quitté le Tchad. Je dis ça parce que vous avez mis assez du temps à l'extérieur. Oui, mais je suis quelqu'un qui, même quand j'étais étudiant, chaque 3 mois j'étais au Tchad. Chaque 3 mois j'étais au Tchad. Les gens me connaissent probablement dans ce pays aussi pour avoir mis sur pied un certain nombre d'associations. Vous-même, vous avez eu l'occasion de m'inviter d'ailleurs ici, très souvent, au début même d'Electron, depuis les 5 ans, mais vous avez maintenant 5 ans, d'écrire et de parler aux compatriotes, de réaliser un certain nombre de projets dans le pays et de revenir régulièrement, animer des conférences, animer des rencontres au niveau des différents lycées, dans les milieux aussi reculés de notre pays. Donc, oui, ce que vous dites, j'entends qu'il y a nécessité encore de plus de pédagogie, d'explication pour toucher tous nos compatriotes. Mais quand je regarde le chemin parcouru, je suis peut-être le premier à être surpris parce que l'espérance, la volonté, l'envie de voir que les choses puissent bouger est là. Et les transformateurs aujourd'hui, ils viennent de tous les bords. Ils viennent de toutes les régions du pays. Ils ont en tout cas des patronymes qui montrent bien qu'ils sont diversifiés. Ce sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont des plus âgés, des moins âgés. Et nous nous installons pour proposer avec les Tchadiens de tous bords. Et je dois vous dire quelque chose. Quand on se bat pour son pays, est-ce que le nombre initial est important? Parfois, ça commence avec quelques-uns. Les grandes transformations dans des pays, dans le monde même, ont souvent commencé avec quelques-uns. Et donc, ce n'est pas un problème de commencer avec quelques-uns. C'est la volonté collective de toucher tous les Tchadiens. Parce que tous les Tchadiens peuvent être connectés par quoi? Par l'essentiel, c'est l'humanité et le fait qu'ils ont le pays en commun. Et c'est autour de cela que les transformateurs sont en train de travailler sereinement et posément, parce que nous n'avons pas d'autre ambition que l'ambition d'être utile. Et nous croyons dans le pluriel. C'est pour ça que notre nom est au pluriel. Nous ne nous appelons pas un transformateur ou une transformatrice. Nous nous appelons les transformateurs. Nous ne sommes pas dans une opposition stérile. Nous sommes pour, pas le diagnostic simplement, mais pour la proposition. C'est pour ça qu'on parle de transformer. On transforme pour l'avenir. On ne transforme pas pour dégrader. On transforme pour l'avenir. Et quand on transforme, on n'est pas seulement dans l'opposition, on est dans la construction de quelque chose d'avenir. Et le pluriel, la diversité, un peu comme le Chari et le Logone qui prennent leurs sources partout et qui se mettent ensemble et qui, en tout cas, vont alimenter le lac Tchad. Nous croyons dans la diversité. Un peu comme l'arc-en-ciel. Vous voyez, les Tchadiens de tout bord, chrétiens, musulmans, nous voulons montrer à tout le monde que l'excellence, ce n'est pas une question de région, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question même, on dira à certains de nos sœurs, Marasaki, Dene Baya, Diangoy, tout ça, nous voulons leur dire non, le talent n'a pas de genre. Donc, chez les transformateurs, c'est cette vision-là que nous voulons porter. Et aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, des dizaines de milliers d'adhérents, nous visons toucher l'ensemble des Tchadiens. Et donc, je dois vous confier quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui me disait « Ah, mais vous voyez, au début, quand vous avez lancé votre appel, on avait dit ce n'est que les réseaux sociaux qui le connaissent. Tenez. Et puis l'international. Et puis aujourd'hui, il est parti dans un autre endroit et puis on lui dit il y a l'international, les réseaux sociaux, mais il y a les milieux urbains.
qui le connaissent, mais les milieux ruraux ne le connaissent pas. Je dis ça évolue. Et donc, je vois ça un peu, en tout cas, comme un appel à travailler encore davantage pour se faire connaître, mais au-delà de se faire connaître individuellement, c'est de faire connaître les idées des transformateurs. Parce que mon ambition, elle est simple. C'est de dire, si demain, peut-être ce soir, en sortant de votre studio, je fais un accident, par exemple. Bon, je ne me le souhaite pas. Et que je n'existe plus, est-ce que la transformation du pays s'arrête? Non. Donc, la naissance des transformateurs, c'est justement face à une tentation de célébrer un homme, un individu, une seule personne, c'est de dire c'est le collectif qui doit gagner. Parce que si nous célébrons à l'échelle de notre pays une présidence intégrale, donnant tous les pouvoirs à un seul homme, et ce n'est pas... Je n'ai rien contre la personne du président de la République actuelle. Je suis simplement en train de dire, chaque fois qu'un système politique célèbre seulement une seule personne, construit tout pour les mains d'une seule personne, eh bien ça conduit à la dérive. Nous l'avons vu dans notre pays. Souvenez-vous du premier régime, Ngarta Tomanvai. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il a voulu s'ériger en pratiquement comme un petit roi, éliminant l'opposition, supprimant le multipartisme vers les années 62. Et vous avez vu, ça a été le début de la colère d'une partie de notre pays qui s'est retranchée à travers le Frolina et tout ce que vous connaissez. Et donc, dans la foulée, les gens se sentaient évidemment avec des arguments de s'opposer. Et puis, c'est parti. Et puis après, il s'est nabré. Et puis, les autres qui se sont succédés, pareil. Et M. Déby, dans ses déclarations initiales, lui-même dit qu'il a dû s'opposer à un homme qui devenait, en tout cas, qui ne croyait plus qu'en lui-même et en personne d'autre, qui n'entendait personne, qui n'écoutait personne. Je suis en train donc de lui dire, avec bienveillance, que ce syndrome-là est en train de s'installer à cause du régime présidentiel intégral. Est-ce que c'est cela que nous voulons laisser encore pour l'histoire dans notre pays? Nous devons changer de pratique, de méthode de leadership et faire en sorte que dans ce pays-là, nous ne soyons pas dans la célébration des noms. Donc, voilà aussi l'esprit que nous voulons avoir au sein des transformateurs, mais le type de propositions aussi que nous voulons faire à nos compatriotes, pour qu'on comprenne que notre pays, pour qu'il grandisse, nous devons être capables de construire un Tchad dont tous les Tchadiens se sentent copropriétaires. Et c'est cela aussi, je crois, un des vrais défis qui est là devant nous et pour lequel nous devons collectivement répondre. Alors, docteur, l'émission Vérité politique parle d'abord de vous, les cadres politiques, parle également de votre parcours, tout, et nous mettons vraiment l'accent sur l'actualité politique. Donc, nous allons revenir donc à cela. Vous avez parlé tout à l'heure de la déclaration du président de la République. En fin d'année 2018, le président de la République a fait un message à la nation. Nous allons essayer donc de décrypter très rapidement ce message. Dans son message, donc, le président de la République a annoncé l'organisation des élections législatives et locales. Vous, en tant que déjà cadre politique, comment est-ce que vous appréciez cela? Il faut le reconnaître que ces élections ont été annoncées plusieurs fois, mais ont été reportées, qui n'ont pas eu lieu compte tenu de la situation financière qui perdure. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'en tant qu'économiste, est-ce que nous avons vraiment les ressources nécessaires pour organiser donc ces élections? Ok. Alors, avant de répondre à votre question, j'ai une question sous-jacente à tous les Tchadiens et tous les téléspectateurs. Nous n'avions pas eu des moyens d'organiser les élections législatives. Ce n'est pas la première fois. La deuxième législature, je pense, a duré plus de temps que nécessaire. 8 ans, je crois, de mémoire au lieu de 5. La troisième législature dans laquelle nous sommes va durer 9 ans au lieu de 5. J'ai eu une question que je pense beaucoup de Tchadiens se posent. Comment se fait-il que nous avons toujours de l'argent pour organiser les présidentielles? Comment se fait-il que nous ayons toujours de l'argent pour organiser les présidentielles, mais jamais de moyens pour organiser les législatives? Ça peut peut-être signifier que nous considérons l'Assemblée nationale comme un petit machin. De toutes les façons, dans la pratique, ça se voit que c'est réduit à une chambre d'enregistrement. Même le budget qu'ils doivent étudier, on leur donne ça à la veille. Alors que constitutionnellement, il y a un délai minimum pour le transmettre. C'est-à-dire les gens qui sont supposés veiller au respect de la Constitution se laissent transmettre un document en violant la Constitution et qu'ils examinent. Enfin, si nous n'organisons pas tout ça,
c'est une question de volonté. Parce qu'un pays, la planification. Je pense que l'invité que vous avez reçu, M. Lazina, hier est revenu sur cela. Et je voudrais saluer, je me reconnais en tout cas dans ce qu'il disait à travers cela. D'autres pays à côté, avec des revenus plus modestes, chaque année planifient dans leur budget ce qui doit permettre d'organiser les élections. L'Assemblée nationale doit être le poumon de la République. Dans un pays, c'est un pilier fondamental. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, ce sont les trois composantes dans une démocratie normale. On n'a pas à négliger cela. Vous imaginez d'autres pays qu'on dise aux gens qu'on va proroger de façon administrative le mandat des députés. Donc, moi je crois que tout ça montrait quand même, et ça montre qu'il y avait manifestement une volonté de laisser ça parce que le rôle même de l'Assemblée nationale est négligé. Et la Constitution de la 4e République est venue assécher carrément le rôle de l'Assemblée nationale. Donc, mon appréciation, est-ce que nous devons aller... Les élections législatives, les organiser, c'est en soi une bonne chose. Il était temps de les organiser. Mais est-ce qu'il faut aller organiser ces élections simplement pour cocher une case ? Quel est le pouvoir réel qui sera donné à ces députés qui seront là, avec la Constitution dont je viens de vous parler? Quels sont les préalables nécessaires à la tenue d'une vraie élection législative, démocratique, crédible? Ça, c'est la question aussi fondamentale. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Ces députés qui en sortiront, quel sera leur rôle? Quels sont les pouvoirs réels qu'ils peuvent avoir? S'il s'agit juste d'aller cocher une case, d'aller à ce que j'appelle par boutade une élection à main armée, où les résultats sont déjà définis d'avance, alors est-ce que ça sert? Donc au-delà du chronogramme, au-delà des choses, en tout cas des préalables qui touchent au code électoral, à l'actualisation des listes électorales, au découpage même administratif, qui vient chambouler tout et qu'on n'a même pas encore instauré. Au-delà de tout cela, eh bien, c'est le contenu. Quels sont les préalables? Et cette constitution qui vient d'être créée, plus les ordonnances qui vont avec, qui sont des ordonnances, je pense qu'on pourra avoir l'occasion de revenir là-dessus, qui ne permettent pas d'avoir de la bouffée d'oxygène démocratique dans notre pays. Est-ce qu'avec tout cet arsenal, ça vaut-il la peine d'aller comme ça aux élections? Ou bien, il y a des préalables qui sont indispensables. Et je veux m'arrêter sur 3 choses, rapidement, pour illustrer ce que j'appelle l'urgence de libérer l'espace démocratique dans notre pays. Ceci est valable pour une vie démocratique normale, et ceci doit être un préalable à l'organisation des échéances électorales. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où, premièrement, c'est 3 points que je voudrais faire. Les manifestations pacifiques sont interdites. Donnez-moi un seul exemple d'un pays vraiment démocratique dans notre monde où on interdit les manifestations pacifiques. Dans notre pays, et ceci n'est pas acceptable. Aujourd'hui, on a mis même dans les lois que si vous êtes une association ou un parti politique qui veut manifester pour soutenir l'action du gouvernement, l'action du pouvoir en place, alors à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de demander une permission. C'est spontané. Et l'argument sécuritaire qu'on oppose aux autres disparaît. Mais dès que l'objet de votre manifestation, tenez, si demain je demandais aux gens de m'autoriser à organiser une marche de la transformation du Tchad ou un meeting de transformation du pays, est-ce que ce sera autorisé? C'est une vraie question. Toutes les manifestations issues des opinions qui sont contraires au pouvoir sont systématiquement interdites au motif qu'il y aurait trouble à l'ordre public, au motif qu'il y aurait un risque sécuritaire. Même si vous demandez une manifestation encadrée pacifiquement, et on doit encadrer les manifestations. Et les manifestants ne doivent pas casser les biens publics et tout. Et nous autres responsables, nous demandons que cela soit fait, que les manifestations soient encadrées, que les itinéraires soient communiqués, que les services de sécurité viennent accompagner ceux qui manifestent, mais interdit les manifestations. Alors, quand on interdit les manifestations pacifiques, est-ce qu'on donne de la bouffée d'oxygène aux meetings, aux rencontres, à tout ce qui peut permettre aux gens d'exprimer leur voix démocratique? Donc ça, par exemple, il faut lever cette interdiction automatiquement. Et il faut l'enlever donc dans les ordonnances.
et les différentes ordonnances qui ont en tout cas installé cette inégalité-là. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, l'accès aux médias publics. Mes chers amis, nous avons le grand plaisir d'être ici avec vous. Et vous invitez aussi, et je vous demandais tout à l'heure en off, que vous invitez aussi les gens de la majorité présidentielle, les géniteurs même de la 4e République, vous les invitez. Et c'est bien comme ça. Vous êtes un média privé. Mais les médias publics de notre pays, qui sont payés par tous les contribuables tchadiens, c'est l'argent de notre pays, de tous les Tchadiens, opposants ou non opposants, société civile ou parti au pouvoir, ceux de la diaspora ou ceux de l'intérieur, ceux des villes ou des milieux ruraux, c'est leur argent qui permet de payer les journalistes de la télévision nationale, de la radio nationale, des journaux nationaux. Mais qu'on interdise, je vous le dis, l'accès à ces médias-là à des gens qui ont une opinion contraire. Quel drôle d'idée de la démocratie. Et donc, du coup, dans ces médias, vous n'avez que des choses qui touchent au président de la République, à la fondation de la Première Dame. Vous m'avez rappelé que je suis rentré depuis des années, mais je suis la télévision nationale, par devoir, parce que je veux voir ce qui se passe là-bas. Mais ce n'est que ceci que vous voyez. Et dire cela, aucune animosité face à la Première Dame, face au président actuel. Mais c'est de dire, est-il normal que les télévisions publiques, nous sommes un régime qui se dit démocratique, c'est la première déclaration que le président actuel a faite en venant. Quelle est la différence entre la télévision nationale tchadienne d'aujourd'hui et la télévision de propagande de Hissène Habré? Je n'en vois pas. Je me dois un devoir de vérité à nos compatriotes pour leur dire, et ceci n'est pas normal. Changeons cela, qu'on organise des débats. Docteur, est-ce que vous avez essayé donc de faire passer une communication? Mais bien sûr, à la télé Tchad, mais bien sûr, l'ironie de l'histoire, une fois on m'a dit, si tu veux être invité du journal là-bas, comme ça se fait un peu ailleurs, parce qu'on me reproche de passer dans les médias internationaux, je dis, mais vous ne m'invitez pas. Il y a encore 4 jours, je suis allé voir le directeur de la télévision nationale pour me plaindre et lui dire que ceci n'est pas normal. Et je ne viens pas plaider ma propre cause. Je viens plaider la cause de tous les Tchadiens qui sont en droit d'avoir un débat contradictoire. Qu'on nous invite et qu'on vienne débattre. Par exemple, les géniteurs de la 4e République peuvent-ils venir nous dire là-bas, à la télévision nationale, qu'ils viennent et que les autres viennent et que nous débattions sur pourquoi, par exemple, ils ont interdit aux jeunes de moins de 45 ans d'être candidats à la présidence de la République. Qu'on nous donne, par exemple, les raisons de cela. Ça peut faire l'objet d'un débat. Et puis j'avais suivi un des communiqués ici, une des communications ici sur votre chaîne, où quelqu'un disait que en 5 mois de grève, eh bien, cela n'a jamais été évoqué même au niveau de la télévision nationale. Et on n'a pas donné la voix contraire à des gens de venir s'exprimer. Donc, j'en appelle à changer cela. Un pays a besoin du débat contradictoire. Et c'est à la télévision nationale aussi, c'est une manière d'éduquer aussi les populations, pour qu'on se comprenne que les Tchadiens sont des gens matures. Ils peuvent savoir si je suis en train de dire n'importe quoi ou bien mon contradicteur en face est en train de dire n'importe quoi. Et ils se feront leur propre opinion. Mais on choisit la nourriture qu'on veut servir aux Tchadiens. C'est-à-dire on leur dit qu'il y a certaines opinions, fussent-elles des opinions vraies, on préfère ne pas les faire savoir aux Tchadiens dans leur propre télévision nationale et tout. Donc ça, par exemple, l'accès aux médias publics, c'est le deuxième point. Après la libération de l'espace démocratique pour les manifestations publiques, je parle de l'accès aux médias publics. Ceci doit changer. La télé, la radio, les journaux doivent pouvoir être capables d'inviter un membre du gouvernement et le lendemain inviter quelqu'un de l'opposition, inviter quelqu'un de la société civile et diversifier les opinions. Et troisième point qui me semble fondamental, c'est l'accès à Internet. Internet. Nous avons 5% d'accès à Internet. Et nous sommes un pays où on censure l'accès aux médias, aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et les autres. Donc vous êtes comme en roaming dans votre propre pays. Non seulement le coût est très élevé, mais on censure cela. Et on dit... Alors, permettez que je revienne encore sur les médias. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à la conquête du pouvoir. Supposons que demain, vous prenez le pouvoir. Comment est-ce que vous allez gérer donc les médias publics? Il faut, vous voyez, il faut de l'indépendance. Il faut de l'indépendance. On a une autorité qui est créée, qui existe. Il faut donner à ces autorités de l'indépendance. Ils sont capables de compter le temps de parole, le temps accordé à tout ce qui relève du pouvoir et d'associer au pouvoir. C'est-à-dire, pour être concret, ce qui est une activité couverte pour la Première Dame et couverte pour le président de la République, tout ça c'est la même activité. Vous voyez? Et donc on est capable de compter cela et de dire quel est le temps de parole qu'on accorde aussi réciproquement à d'autres opinions et leur donner l'indépendance.
l'indépendance pour pouvoir faire cela. Mais les gens n'ont pas cette indépendance aujourd'hui. Donc, il faut que chaque institution, c'est pour cela qu'on parle d'institutions fortes, pas d'hommes forts. Parce qu'ici, nous sommes un pays où on habitue même à nommer des gens oralement. Si on peut nommer des gens oralement ou les démettre de leurs fonctions oralement, vous voyez bien que les gens qui sont nommés n'ont même pas le pouvoir. Et donc, je ne vous fais pas dire nombre de journalistes, des médias publics, qui me disent qu'ils voudraient bien m'inviter pour venir débattre ou inviter d'autres pour venir débattre, mais tout de suite, ils font l'objet de censure. Donc, ça veut dire quoi? La manière de gérer, ça doit être une manière qui donne la possibilité à des gens à la tête de ces institutions d'être réellement indépendants. Et puis, un dirigeant qui a le sens du service, n'a pas peur d'entendre une opinion contraire. Quelqu'un qui est sûr de ses idées, de ce qu'il propose, n'a pas peur de les confronter à d'autres idées alternatives. Et s'il se trompe, il doit avoir l'humilité de se dire sur tel aspect, je me suis trompé, et donc de prendre l'opinion de la personne en face de moi, même s'il n'est pas de mon camp, ce qu'il est en train de dire, s'il est censé et s'il peut contribuer à la transformation de mon pays, alors je prends cette idée-là. C'est cela qui doit animer, c'est ce que j'appelle aussi le leadership serviteur. Donc pour la gestion des médias, mais pour la gestion du pays dans sa globalité, nous avons besoin dans ce pays, pas des gens qui veulent se faire salmodier, qui veulent se faire applaudir à tout va. Parce que même ceci est devenu même un jeu où tout ce que les gens disent même en public, ministres, dirigeants des médias et compagnie, ce qu'ils disent en privé est complètement contraire. Donc, c'est cela qui doit être aussi un changement de pratique. Et je voulais quand même finir mon propos sur Internet. Pour illustrer pourquoi c'est une aberration énorme. Et je lance ici un appel pour que cela cesse immédiatement. Si on peut lever la censure sur les réseaux sociaux, ça n'a pas besoin d'attendre que nous continuions à parler sur les médias internationaux, que nous faisions des appels ici et là pour que ça change. Parce que ceux qui nous suivent, qui dirigent encore ce pays, j'ai une révélation à leur faire, qu'ils savent peut-être déjà. Internet, les gens se disent que nous avons pas suffisamment de moyens pour payer les fonctionnaires. Alors je leur dis, en économie, les rapports ont montré que si dans notre pays nous augmentons par exemple de 10% l'accès à Internet, ça peut vouloir dire une augmentation de notre richesse nationale de 1,3%. Concrètement, pour les Tchadiens, qu'est-ce que ça veut dire? Nous faisons à peu près 5 000 milliards de création de richesse par an. Ça veut dire, c'est augmenter de 70 milliards de francs CFA en augmentant seulement l'accès à Internet de 10%. Et si nous augmentons donc de 50% l'accès à Internet en faisant toutes les autres choses de la même manière, eh bien nous augmentons à peu près de 350 milliards la richesse additionnelle pour le Tchad. 350 milliards, Hamid, c'est à peu près ce dont nous avons besoin pour payer nos fonctionnaires. Rien qu'à travers Internet. 350 milliards, si vous voulez construire les écoles de 100 millions, ça va faire quoi? 350 000 écoles. Vous imaginez ce que ça va vouloir dire? À ce moment-là, j'ai vu sur votre plateau hier des enfants assis à même le sol, 130, 140 par classe, ici à N'Djamena, dans les écoles, dans la boue. Eh bien, avec Internet, nous pouvons répondre à ces défis-là. Et nous n'aurons pas besoin d'aller emprunter de l'argent, comme c'était le cas à la fin de cette année, pour payer les salaires des fonctionnaires. Donc, je donne cet exemple-là pour dire, et puis, et si vous avez 350 milliards de francs CFA dans vos mains, mais si vous devez construire des puits, les puits là, pour donner de l'eau potable, minimum potable aux gens, un puits de 350 000, vous voyez ce qu'on peut faire avec 350 milliards. Mais ça fait, c'est 1 million de puits qu'on va faire. Vous imaginez le Tchad inondé de 1 million de puits, ce que ça va donner. Donc c'est du concret dont je suis en train de parler. L'économie du monde qui vient, c'est l'économie numérique. Et nous ne pouvons pas vouloir devenir un hub
vouloir créer même, en tout cas, des technologies de l'information et de communication, comme j'en ai entendu parler, et rester dans un pays qui a 5% d'accès à Internet et qui interdit aux gens d'avoir accès à Internet parce que probablement les réseaux sociaux peuvent ouvrir, en tout cas, la vision des gens et les ouvrir au monde. Donc on veut les enfermer et donc on les laisse un peu dans l'obscurité. Et ces jeunes à qui on demande d'oser, mais ils créent leurs entreprises en vendant les produits sur Internet. Et si nous avions Internet haut débit, eh bien vous voyez qu'à partir de N'Djamena, on peut donner des cours à des gens qui sont à SAR. Et inversement, à partir de l'étranger, on peut faire intervenir un professeur de chirurgie, peut-être pour opérer directement quelqu'un qui se trouve à N'Djamena sans avoir besoin de faire des évacuations sanitaires. On peut avoir des bibliothèques virtuelles, se connecter aux ressources technologiques, en tout cas des bibliothèques à travers le monde. On peut être capable de livrer du sang d'ici à Faya-Largeau pour sauver les gens qui en ont besoin là-bas. Parce qu'on peut utiliser tout cela. On peut rester à Faya-Largeau, à Maïbokoum ou je ne sais plus, à Abéché et être capable de se connecter, de créer une entreprise à partir de là-bas directement à travers un système interconnecté. On est capable de mieux contrôler notre système judiciaire. Donc, vous voyez, les bienfaits de l'économie numérique, c'est l'économie du monde qui vient. Et donc, ça aussi, ça fait partie des choses que nous devons changer. Donc, je suis allé sur ce point-là pour dire quoi? Ces 3 éléments fondamentaux de libération de l'espace démocratique, d'accès aux médias publics, d'accès à Internet et les réseaux sociaux. Ces genres de choses même ne sont pas encore libérés dans notre pays. Et ensuite, la constitution de notre pays. Nous sommes en train de parler de l'élection, hein, donc je reviens là-dessus, pour dire sincèrement, c'est préalable même en amont, si nous ne les résolvons pas. Et cette constitution qui élimine une bonne partie de la population, de la participation à la gestion de la chose publique, qui a des bébés qui s'appellent les ordonnances. Ordonnances sur les partis politiques, liberticides, rétroactifs. Ordonnances sur les associations, liberticides, et limitant les moyens d'action. Ordonnances sur les médias. Vous maîtrisez mieux avec les difficultés que ça cause de façon additionnelle. Ordonnance même sur le statut de l'opposition, où on dit à tous ceux qui sont de l'opposition, c'est de faire allégeance à une personne qui sera, entre guillemets, le chef de file de l'opposition, indépendamment de la crédibilité des personnes, indépendamment de la vision, indépendamment de l'idéologie. Et on leur demande donc de se retrouver tous ensemble et d'aller donc avoir un seul représentant, par exemple. Tout ça, ça fait partie des choses que nous devons collectivement changer. Si nous ne changeons pas cela, et puis sans compter avec le fait que la Constitution dépossède purement et simplement les futurs députés du pouvoir. Parce que le président de la République peut légiférer par ordonnance sur tout et pendant tout le temps. Ce qui n'est pas le cas. Dans d'autres pays, on donne peut-être 3 mois au président pour légiférer sur un aspect donné, sur des aspects précis. Et ces ordonnances, généralement, c'est pour libérer l'économie. C'est pour créer de l'énergie. C'est pour libérer le secteur de l'emploi et tout, mais ce n'est pas pour freiner les autres. Et aujourd'hui, tout ce sur quoi nous avons légiféré, les ordonnances qui ont été prises, vous avez vu une ordonnance pour la diversification économique? Avez-vous vu une ordonnance pour transformer notre secteur de l'énergie? Avez-vous vu une ordonnance pour créer des emplois pour les jeunes qui sont dans un chômage de masse? Avez-vous vu une ordonnance pour faire de l'éducation la première des priorités comme nous le demandons? Avez-vous vu une ordonnance qui fasse en sorte que nous transformions notre diplomatie pour qu'elle soit plus représentative de l'ensemble des Tchadiens? Bref. Toutes ces choses qui sont des énergies additionnelles, nous ne les avons pas. Toutes les ordonnances, nous les avons utilisées plutôt sur les questions de liberté. Donc, tout ça, ça fait partie de ce que j'appelle les préalables indispensables à résoudre avant une élection qui se veut une élection crédible et saine. Si nous ne faisons pas cela, alors nous serions donc en train peut-être d'aller simplement aux élections pour cocher une case. Et ça, ce sera dommage. Alors, parce que nous en sortirons... En un mot, techniquement, est-ce possible d'organiser ces élections, oui ou non? En un mot. Techniquement, ça dépend de comment on veut les organiser. Si on veut tout bâcler, vous savez, ce qui a été appelé le dialogue inclusif, c'est bien cela le nom. Quelle efficacité? Mars, avril, on a non seulement réuni les gens, organisé le dialogue, et fin avril, on a une nouvelle constitution. Vous vous rendez compte de l'efficacité? Avec laquelle, la célérité, j'allais dire, pas l'efficacité, mais la célérité avec laquelle on a fait. Je me suis dit, mais si on avait eu la même célérité pour résoudre les problèmes d'accès à l'électricité,
si on avait eu la même célérité pour résoudre les problèmes d'accès à l'éducation, si on avait eu la même célérité pour enlever les goulots d'étranglement qui empêchent aux entreprises dans notre pays de se développer, aux investisseurs internationaux de venir investir dans notre pays et faire grandir le gâteau tchadien collectif, eh bien nous serions tellement loin. Donc vous voyez que dans ce pays, pour faire un certain nombre de choses, on est très rapide, très efficace. Mais pour quel résultat? Pour construire un mauvais projet. C'est ça que la Constitution, la 4e République, c'est un mauvais projet pour le Tchad. Je le dis en toute humilité, en toute bienveillance. Et je suis prêt à débattre avec ceux qui en sont les géniteurs pour leur dire, et nous serons nombreux à pouvoir leur dire que c'est un mauvais projet de société pour notre pays. Pour faire ça, en 3-4 semaines, nous sommes partis de rien à une nouvelle Constitution et une nouvelle République. Mais pourquoi donc on ne ferait pas d'autres choses avec la même célérité? Donc, si nous voulons bâcler, parce que cela a été bâclé, ça a été fait avec célérité, mais ça a été bâclé, parce que sur le fond, eh bien, on a amené des choses qui sont plus de problèmes que de solutions pour notre pays. Donc, je pense que l'organisation de ces élections, si on veut les bâcler, on peut tout faire, toujours, de façon bâclée. Mais si on veut prendre le temps de faire bien les choses, on a attendu, évidemment, comment vous dire, presque 4 ans maintenant, plus de 3 ans et demi qu'on a attendu. Eh bien, quelques mois de plus pour revenir en arrière et changer les choses. La Constitution étant en premier lieu, la libération de l'espace démocratique, la réécriture, sinon la suppression de certaines ordonnances, la capacité à clairement mettre sur pied une CENI qui doit être indépendante. J'apprends d'ailleurs qu'on soumet l'essentiel des gens au serment confessionnel, sauf ceux qui vont déclarer les élections, les résultats des élections. La CENI, on ne lui donne pas, en tout cas, l'obligation de cela, parce que la CENI, donc, du coup, pourrait peut-être... Donc, vous voyez, autant de choses que nous devons concrètement changer. Si nous voulons vraiment créer les conditions d'un nouveau départ pour le Tchad. Parce que si nous ne faisons pas cela, alors ça voudrait dire que nous sommes en train de faire du formalisme, comme un rituel. Un rituel sans le fond. Un rituel qui va faire sortir des députés. Si c'est pour venir rester à l'Assemblée nationale, attendre 3 mois pour avoir 2 minutes de prise de parole à la télévision nationale, qui sera d'ailleurs censurée au passage, parce que si vous dites quelque chose qui ne va dans le bon sens, eh bien, ça n'amènera rien. Vous pouvez être 10, 20, si c'est dans cette ambiance-là, avec un Parlement qui n'est pas du tout indépendant, un Parlement qui ne se donne pas les moyens, évidemment, d'exercer, un Parlement qui est dépossédé du pouvoir dans la Constitution, à quoi servira-t-il? Je pose cette question. Et j'attends aussi que ceux qui ont dessiné, en tout cas, le visage de cette 4e République puissent nous dire, les Tchadiens sont en droit de savoir en quoi le nouveau Parlement sera, en tout cas, plus outillé que l'actuel. Et surtout que ce nouveau Parlement qui va être mis sur pied, probablement c'est pour encore 10 ans. Parce que comme nous sommes habitués aussi dans le pays, en tout cas, à avoir un Parlement qui dure plus que le mandat et tout. Donc ça, si c'est pour aller dans les mêmes conditions encore, qu'est-ce que nous allons en faire? Ce sera du formalisme, avec des députés qui seront, pour certains, décrétés, pour d'autres viendront simplement pour, en tout cas, animer, être des décors. Docteur, donc, oui. Nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien, du temps qui nous est imparti. Il faut revenir encore sur le message du chef de l'État. L'année 2018 a été marquée par ce bras de fer qui a existé entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Il a fallu donc cet accord pour apaiser un peu les choses. Et le chef de l'État est revenu sur cela pour faire une déclaration et rassurer donc les partenaires sociaux que les différents engagements seront donc respectés. Quel commentaire faites-vous par rapport donc à cette déclaration? Par rapport à tout le vœu, par rapport à cet aspect spécifique? Par rapport à cet aspect, en ce qui concerne l'engagement avec les partenaires sociaux. L'engagement, il tient jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de cette année. Non, si vous permettez, je répondrai à votre question, mais je voudrais faire peut-être une observation globale. J'ai entendu Monsieur Déby parler de la transformation profonde de l'économie. Je dis, ah tiens, il parle des choses qui pourront me parler, moi en tant que transformateur. Il a dit aussi qu'il souhaite que les gens servent et ne se servent pas. Moi qui, dans mes appels, prône le leadership serviteur, ça résonnait dans mon oreille. Et puis il appelle à un changement radical à l'échelle de notre pays.
Alors j'ai écouté ça et ça m'a fait sourire de bienveillance en me disant, dans les mots, on est en phase. Notre pays, le problème de notre pays, c'est pas un problème c'est pas les déclarations, c'est pas le diagnostic, c'est qu'est-ce que nous faisons, des actes que nous posons. Alors, sur la question de tout ce qu'il a dit sur comment puis les deniers publics seront traités, sur l'engagement que nous devons prendre pour transformer notre économie, sur le fait que nous devons radicalement changer, je me suis dit, le radicalement changer doit commencer d'abord par ceux qui dirigent le pays. Et si nous devons vraiment changer radicalement les choses, il faut que nous soyons capables de revenir en arrière sur ce chemin que nous sommes en train de dessiner collectivement, qui a pris le nom de la 4e République, mais qui était un mauvais chemin pour les Tchadiens. N'ayons pas peur de le dire. C'est un chemin qui a transféré en 2000, en tout cas dans la 4e République, les pratiques anciennes, tout en y ajoutant des choses qui deviennent des freins sur lesquels je suis revenu. Donc si nous voulons vraiment changer radicalement les choses, prenons-nous les uns et les autres au mot. La Constitution dont je parle. Question directe. Le président actuel a pris le pouvoir, il avait moins de 40 ans. 30 ans plus tard, il met sur pied une Constitution qui doit donner une bouffée d'oxygène interdisant à la majorité de son pays, les jeunes générations, qui représentent 70% de la population, leur interdit d'oser d'être candidat, par exemple, à la présidence de la République. Et de l'autre côté, organiser un forum avec quelques jeunes, leur demandant d'oser. Mais c'est oser la 2e division, oser la 3e division, mais ne jamais s'approcher de la 1re division. Est-ce que c'est cela, le cadeau qu'on fait à sa jeunesse, qu'on dit demander en tout cas, par exemple, d'oser? Cette constitution-là, est-ce qu'on la garde? Cette constitution qui aujourd'hui introduit quelque chose de terrible pour notre pays et qui ronge une partie de notre peuple, le serment confessionnel. J'ai discuté avec certains chrétiens qui me disent, est-ce qu'on peut demander dans un buffet, on invite à un buffet, est-ce qu'on peut mettre dans ce buffet-là du porc et servir aux musulmans? Non. Parce que leur foi le leur interdit. Et alors, certains chrétiens disent que leur foi leur interdit de jurer sur la Bible. Qui est-on pour objecter aux musulmans le fait que leur foi leur interdit de manger le porc ou le fait que la foi des chrétiens leur interdit de jurer sur la Bible dans une république? Quand les deux disent ça, quelqu'un qui est non-croyant, il reste, il les regarde, il va rigoler. Il va dire, ah, la Bible, ce n'est qu'un livre. Le porc, ce n'est qu'un animal. Il y en a qui en mangent et qui ne sont pas devenus des inhumains. Donc, il peut en rigoler si c'est un non-croyant. Mais chacun sa foi. Le non-croyant, il reste là où il est. Le musulman, il reste là où il est. Le chrétien reste là où il est. Mais dans une république, on doit construire quelque chose qui unit tout le monde. Un président ne doit pas seulement se préoccuper de la majorité ou de ce que la foule lui dit ou de ce qu'il a envie de faire, mais de se préoccuper de ce qui crée les conditions de l'unité. Et ça m'a étonné donc qu'il puisse créer cela et réunir, et je m'adresse aussi aux leaders religieux de notre pays, réunir tout le monde pour venir prier pour la paix. Mais sur quelle paix? Sur la paix de la Bible, du serment confessionnel qui a été entériné, qui crée une division. C'est-à-dire, si vous êtes compétent aujourd'hui dans notre République, pour certains postes de responsabilité, si vous êtes très compétent, mais que vous n'avez pas une foi qui vous permet de jurer sur le Coran ou sur la Bible, eh bien, vous êtes mis à l'écart. C'est ça que ça veut dire. Si vous êtes très compétent et que vous n'acceptez pas au nom de votre foi privée de faire quelque chose, de jurer sur la Bible ou sur le Coran au nom de Dieu ou au nom de Allah, alors vous n'avez pas la possibilité d'accéder aux responsabilités de la République. La République, c'est la chose de touche. C'est le carrefour qui doit réguler la circulation républicaine et faire en sorte que l'invocation de Dieu, de la foi, a toujours quelque chose d'irrationnel. Donc laissons Dieu et la foi ailleurs. Proposons aux Tchadiens
des contrats de performance. Donc, changement radical, est-ce que nous pouvons proposer à tous les décideurs de notre pays, en lieu et place d'un serment, un changement radical qui s'appelle des contrats de performance devant la nation? Peu importe leur foi, vous ayez prié 10 fois à la maison avant de venir, que vous sachiez réciter la Bible par cœur ou le Coran, vous ayez fait 5 fois le pèlerinage à la Mecque, ça c'est votre... en tout cas, ça vous concerne en premier. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est déjà de demander que nous ayons dans notre pays des contrats de performance. Et que nous revenions donc sur cette clause constitutionnelle. Donc vous voyez qu'il y a des choses à déconstruire dans cette constitution qui créent une égalité de fait, qui renvoie donc les Tchadiens à leur foi. D'ailleurs, dans une république, vous n'avez pas à savoir la foi de la personne. Parce que quand vous leur demandez de jurer sur le Coran, sur la Bible, vous êtes en train de demander aux gens d'être identifiés, suivant qu'ils sont musulmans, qu'ils sont chrétiens, déjà à la face du monde. Vous vous rendez compte? Donc vous demandez aux gens d'exhiber ce qui relève de leurs croyances personnelles. Et si quelqu'un dit que sa foi lui permet de venir verser le sang d'une vache, je dis n'importe quoi, au niveau du palais présidentiel, avant de pouvoir prendre fonction, qu'est-ce qu'on en fait? Donc de tous ceux-là qui ont d'autres croyances dans la République, qu'est-ce que nous en faisons? Donc, vous voyez, si nous voulons changer radicalement, nous devons revenir à la Constitution. Nous devons revenir sur ces choses-là sur lesquelles je viens d'interpeller, en tout cas ceux qui ont été les géniteurs de cette 4e République. Nous devons revenir sur la pratique de leadership dans notre pays et être capable de prôner plutôt des contrats de performance devant la nation. Ce qui importe à la pauvre maman, Halime, qui se trouve à Miski, dans le nord de notre pays, qui doit faire 30 km, 50 km à dos d'un chameau pour aller dans un endroit où il n'y a même pas d'hôpital digne de ce nom, sans les médecins. Ce qui lui importe, ce n'est pas de savoir si le ministre de la Santé s'appelle Abdelaziz ou Ngariera. Ce qui lui importe, c'est de savoir s'il y a des médicaments dans ces centres hospitaliers. Ce qui lui importe, ce n'est pas de savoir si l'un ou l'autre sont chrétiens ou musulmans, s'ils ont fait le pèlerinage à la Mecque ou ils savent réciter la Bible. C'est de savoir s'il y a des médicaments, parce que les médicaments n'ont pas de religion. De la même manière, l'électricité n'a pas de religion, l'emploi n'a pas de religion, Internet n'a pas de religion. Vous voyez ce que je voudrais dire? La justice n'a pas de religion. Et tous les Tchadiens, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur région, leur religion, ce qui leur importe, c'est les défis de développement. Est-ce qu'on est prêt dans ce pays à accepter enfin de transformer notre pays en instaurant un leadership serviteur qui est assis sur les contrats de performance, sur la justice, l'égalité pour les uns et les autres, pour l'ensemble des Tchadiens de la République? Un pays qui devienne enfin une copropriété pour l'ensemble des Tchadiens. C'est ça les vrais défis que nous devons en tout cas affronter ensemble. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire cela? Et puis, quand j'entends parler de la transformation structurelle de l'économie, je voudrais simplement dire aux Tchadiens qui doivent le savoir. J'ai entendu un chiffre qui a été aussi sorti. Je ne sais pas d'ailleurs comment, mais 6,9%. Dit-on qu'on va avoir comme croissance cette année. Je voudrais dire aux Tchadiens, sur les 4 dernières années, nous avons eu une décroissance de moins 1%, loin des prévisions du PND. Et face à un pays qui croît en démographie de 3,5% par an, ça veut dire que chaque année, sur les 4 dernières années, nous avons perdu 4,5%. 3,5 plus, en tout cas, plus le 1% qu'on a perdu. Ça fait 4,5%. Sur 4 ans. Ça veut dire que pour rattraper ce retard, sur les 5 prochaines années, nous devons croître de plus de 10%. Est-ce que les Tchadiens me comprennent? Nous devons croître de plus de 10% pour neutraliser déjà ce que nous avons déjà perdu ces dernières années. C'est-à-dire que les prévisions du PND, je leur dis simplement, pliez et mettez ça sous le tapis. Ensuite, si nous réussissons à faire 6,9% tel qu'a annoncé pendant le discours, parce que vous me demandez de réagir par rapport à ce discours, ça ne suffirait pas, parce qu'il nous faut croire davantage. Mais est-ce que nous sommes prêts donc à créer les conditions pour que l'économie de notre pays soit enfin diversifiée? Ceci est une vraie question. Pour répondre à cela, il y a un certain nombre de choses. Je veux m'appesantir sur ce volet économique quelque temps pour que les Tchadiens comprennent. Nous devons déjà, premièrement, nous dire il faut changer de pratique de leadership. Donc c'est valable pour le secteur de l'économie, c'est valable pour l'ensemble des secteurs. Contrat de performance. Sur quoi est-ce qu'on engage le ministre de l'économie, le ministre de l'énergie, le ministre du commerce, du développement du secteur privé, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, le ministre en charge des technologies de l'information et communication?
Sur quoi on les engage? Les Tchadiens sont-ils capables aujourd'hui de dire quel est leur contrat de performance? Il n'y en a pas. Ils ne sont engagés sur aucun objectif, sur aucun chiffre. S'il y en a qui nous disent qui va contribuer vraiment à créer les conditions de cette croissance et cette émergence dont nous parlons. Donc, il faut déjà changer de pratique pour que les gens aient plutôt des contrats de performance. Ça, c'est premièrement. Ensuite, il y a quelque chose que j'entends aussi, que les deux mamelles de notre pays, c'est l'agriculture et l'élevage. Ouais. Il faut changer cela. Désolé de pouvoir le dire. L'agriculture et l'élevage transformés, industrialisés, oui. Et pour les industrialiser, pour les transformer, il faut l'énergie. Sans énergie, rien n'est possible. Parce que l'énergie explique 60% de la croissance des pays. Et si vous n'avez pas d'énergie, il n'y a pas d'industrie. S'il n'y a pas d'industrie, il n'y a aucune transformation. Et donc, repartir à l'agriculture traditionnelle, à l'élevage traditionnel, pour exporter du bovin sur pied vers le Nigeria et tout, ceci ne nous amènera nulle part. Et tant qu'on n'aura pas résolu la question de l'énergie, et nous sommes derniers au monde en question d'énergie, je ne le dis pas par plaisir, parce qu'un pays dont 90% est dans le noir et dans l'obscurité ne peut pas se développer. Donc, j'en appelle à un état d'urgence sur la question de l'énergie dans notre pays, parce que sans cela, aucune transformation de l'agriculture, aucune transformation de l'élevage ne sont possibles. Mais pour répondre à cela, justement, nous devons utiliser l'énergie, en tout cas les revenus du pétrole, pour diversifier notre économie. Donc pour alimenter le secteur de l'énergie, pour utiliser les revenus du pétrole, pour investir dans les énergies renouvelables, de manière à alimenter notre secteur agricole, notre secteur, en tout cas pastoral. Ça, c'est les deux premiers éléments. Transformer, oui. Ensuite, il y a comme une table qui a 4 jambes. En dehors de l'agriculture et de l'élevage, nous avons besoin de l'économie numérique et le TIC, et l'économie du savoir. L'économie numérique, c'est l'économie d'avenir. Et nous ne pouvons pas nous développer de façon optimale. Et nous avons l'impression que les dirigeants actuels de notre pays, soit ils ne savent pas ça, soit ils le savent, mais ils ne le font pas. Donc ce n'est pas seulement parler de 2 mamelles, c'est parler peut-être des 4 jambes, des 4 piliers de notre économie de demain. Et l'économie numérique en fait partie. Et l'économie du savoir. Parce que tous les Tchadiens utilisent une expression, le ilm. Le ilm, c'est le brain, le cerveau, le kado, le yangir. En tout cas, on peut appeler dans les différentes langues. Parce que la vraie matière première de développement d'un pays, c'est la matière grise collective, l'intelligence. Et donc, c'est comme un homme, pour notre avenir, je voudrais dire, il nous faut un cerveau. Et le cerveau, c'est en tout cas, le ilm, l'éducation, comment nous donnons les moyens à nos enfants pour inventer les solutions du monde qui vient. Ça passe par notre cerveau. C'est pour ça que chez les transformateurs, nous proposons de faire de l'éducation la première des priorités, en budget, en moyens, et l'installer, en tout cas inscrire cela dans la Constitution comme une clause non révisable. Parce qu'aucun Tchadien ne peut ne pas être d'accord que l'éducation de ses enfants soit la première des priorités. Si vous faites ça, le ministre de l'Éducation devient le premier des ministres. À ce moment-là, quand je dis l'éducation, c'est du primaire à l'université en passant par le professionnel. Et donc, du coup, à ce moment-là, il n'y aura plus de saison de grève. Il n'y aura plus les étudiants qui vont aller prendre les bus de fortune. Il n'y aura plus, comme je le vois là, des étudiants tchadiens qui sont à l'international, à Desieux, à l'école en tout cas des architectes de Lomé, et qui aujourd'hui, 4 ans, leurs bourses et leurs frais de scolarité ne sont pas payés et qui sont dans la rue actuellement. Donc j'en appelle aussi, j'en profite en tout cas pour lancer un appel. Donc faire de l'éducation la première des priorités, c'est éviter que, comme je l'ai vu, qu'il y ait 130, 140 enfants dans une salle de classe à même le sol, à la capitale de N'Djamena. Et vous faites le tour à l'intérieur du pays, la première saison de pluie, c'est la fin de l'école. Lorsqu'il y a un premier vent qui arrive... 30 secondes sur cet aspect. Voilà, donc l'éducation, première priorité. La colonne vertébrale, ça doit être la justice économique, la justice sociale, la justice simplement, qui fasse en sorte que les Tchadiens enfin se disent que peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes comme entrepreneur ou comme créateur d'entreprise, comme investisseur, s'il y a un problème, la justice sera de votre côté. Ça doit être la colonne vertébrale, parce que la justice pour un pays, c'est sa colonne vertébrale. Ensuite, ce que nous appelons une sorte un peu de
l'ADN ou le sang qui doit irriguer tout cela, c'est le leadership serviteur. À tous les niveaux, du fonctionnel au moins gradé à la tête de l'État, dans tous les ministères. Si nous avons mis à la tête de ces institutions-là des leaders d'abord serviteurs. C'est valable pour le ministère de l'économie, c'est valable pour les autres ministères, c'est valable à l'échelle du pays, avec le sens du leadership serviteur, les gens qui sont d'abord là pour servir le pays. À ce moment-là, alors, ils ne vont pas piller les deniers publics. Ils ne vont pas exporter. Et la première des exportations de notre pays, c'est l'exportation de nos devises. Ils ne vont pas faire cela. Ils vont d'abord... On aura compris. Permettez qu'on avance. Oui. Avant donc de boucler cet entretien, docteur, déjà, quels sont vos projets d'avenir, vous les transformateurs? Vous, déjà, en tant que président, vous n'avez pas 45 ans. Vous ne pouvez pas donc être candidat aux élections présidentielles. Parmi vous, les transformateurs, est-ce qu'il y a une personne ou sinon quelques membres qui ont quand même 45 ans et qui pourront vous représenter aux élections présidentielles? En ce qui vous concerne donc, vous en tant que président, est-ce que vous allez, puisque votre âge ne vous permet pas d'être candidat, est-ce que vous allez pour l'instant se contenter de peut-être faire partie de l'Assemblée nationale? Sinon, quels sont donc vos projets d'avenir? Merci de me poser cette question. Je reviens encore là-dessus. Ne personnalisons pas les choses. Moi, je ne suis pas rentré m'engager en politique pour notre pays parce que je suis en quête d'un poste de responsabilité. Ce qui m'importe, ce n'est pas une place à l'Assemblée nationale. Ce qui m'importe, ce n'est pas une place à la présidence de la République. Ce qui m'importe, ce n'est pas un poste. Ce qui m'importe, c'est de servir le pays. Et servir, ce n'est pas une question de position. Ce n'est pas une question de rôle. Ce n'est pas une question de statut. C'est une question d'abord d'engagement pour ce que nous croyons comme juste. Donc, indépendamment de ma personne, trouvez-vous normal que dans notre pays, qui a 70% des gens qui ont moins de 45 ans, qu'on leur interdise, dans un pays dont l'espérance de vie est autour de 45 ans, qu'on interdit à tout cela d'être candidat par un président qui lui-même avait moins de 45 ans, moins de 30 ans quand il a pris le pouvoir. D'accord? Alors, Sankara était moins âgé que moi quand il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, vous entendez encore parler de Sankara. J'ai vu le président Déby accueillir le président Macron à l'aéroport avec tous ses ministres. Ce président de la 5e puissance économique du monde a moins de 45 ans. Au Tchad, il n'aurait jamais pu être candidat à la présidence de la République. Donc, il est moins mature. Les honneurs avec lesquels on l'a reçu, je crois qu'on l'a considéré comme quelqu'un de mature. Et j'ai une révélation à vous faire. Il y a des gens dans ce pays, dont votre humble serviteur, qui ont même étudié dans les mêmes écoles que ceux-là. Certains de ces ministres et les autres étaient avec certains d'entre nous, pas plus brillants que nous. Et des Tchadiens qui s'appellent des Barkaï, des Seïd, des Masra, ils sont nombreux, formés dans les mêmes écoles que les autres. On leur dit dans leur propre pays qu'ils ne le peuvent pas, dans un pays normal. Donc, indépendamment de ma personne, on doit faire en sorte que tous ceux qui ont 18 ans, qui ont la capacité de voter, doivent pouvoir être éligibles. C'est valable pour l'Assemblée nationale, ça doit être valable pour la présidence de la République. Sinon, qu'on nous donne les arguments. Et je ne suis pas sûr qu'il y a 30 ans, ou plus, ceux qui avaient des responsabilités avec notre âge à nous étaient forcément plus compétents que nous. Aujourd'hui que le savoir s'est démocratisé, qu'il y a plus d'exposition. Donc il s'agira aussi de dire, indépendamment de ce que ça concerne une personne ou une autre, est-ce que c'est juste une mesure comme celle-là? Elle n'est pas juste. Parce que c'est une mesure qui élimine 80-70% de la population de la possibilité de participer à l'instance la plus stratégique de notre pays. Si les gens, des Tchadiens de tous bords, pas moi uniquement, mais les autres aussi, se sentent en devoir, en possibilité d'offrir quelque chose à leur pays, pourquoi on doit leur interdire? Donc, le débat doit être déplacé pour ne pas toucher une personne, mais c'est un débat qui concerne d'abord l'ensemble des Tchadiens. Et puis, soyez rassurés, chez les transformateurs, il y a des gens de tous bords, de tous les âges. Mais ce combat aussi est un combat juste, indépendamment des uns et des autres. Et puis, nous ne sommes pas d'abord et avant tout obsédés par un poste ou une place à l'Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire que nous voulons jouer en marge
de la République, ou là où les instances, en dehors des instances de décision les plus stratégiques. Mais nous devons collectivement créer les conditions pour que le Tchad là devienne un Tchad plus juste. Et donc, un Tchad qui devienne une terre d'opportunité pour l'ensemble de ses enfants. Ceci n'est pas une question d'âge. Et donc, tout cela qu'on veut cantonner à leur âge, je leur dis que ce n'est pas une question d'âge. Je voudrais aussi parler aux femmes de notre pays, qui représentent plus de 50% de notre population. Pour leur dire aussi, ce n'est pas une question de genre. Qu'on ne leur dise pas Marasaki, Denebaya, Diangoy, qu'elles peuvent aussi, elles doivent aussi contribuer. Et chez les transformateurs, la parité, ce n'est pas 30%, c'est minimum 50% que nous voulons. Pour que les femmes de notre pays aussi, un peu comme un oiseau, nous devons voler de nos deux ailes. Je ne vois pas un oiseau qui vole loin en volant avec une seule aile. Je ne vois pas un avion qui va loin en allant avec en tout cas, une seule hélice. Donc, je voudrais que dans notre pays aussi, les femmes puissent prendre leur place fondamentalement, pas dans des postes anecdotiques, mais dans des niveaux de responsabilité. Des pays comme l'Éthiopie, grand pays, des pays comme le Rwanda, petit pays en superficie, mais qui ont fait des progrès. Au Rwanda, vous avez plus de 60% de femmes au niveau du Parlement. Pourquoi nous ne le ferons pas dans notre pays? L'Éthiopie, l'une des 5 premières puissances économiques d'Afrique, a mis une dame à la tête de son pays. Donc, j'en appelle aussi à nos sœurs pour ne pas se laisser enfermer. Donc, ce dont il est question, c'est tous les combats justes. Et n'attendez pas d'être victime d'une injustice avant de vous engager pour que cette injustice-là recule. Je n'attends pas de ne pas avoir l'électricité pour que l'absence d'accès à l'électricité dans notre pays me préoccupe. Je n'attends pas d'être victime d'une injustice au niveau de la justice de notre pays pour me battre pour que nous ayons une justice transformée. Je n'attends pas de voyager et de voir que la route est cassée avant de me demander mais pourquoi les routes qu'on vient de bitumer dans nos arrondissements se dégradent plus vite que les routes qui ont été bitumées dans les années 1960. Je n'attends pas de ne pas d'être victime d'abord d'un manque d'emploi pour me sentir concerné. Donc, ce que je voudrais aussi à travers cela dire à nos compatriotes, n'attendons pas d'être victime directe d'une injustice pour nous sentir concernés par cette injustice-là. Et engageons-nous. En tout cas, ça a été ce qui, et je vous le dis en toute sincérité, qui m'a motivé, moi, de prendre cette décision, de m'engager en politique. Je ne suis pas un entrepreneur politique. Je suis un économiste, vous l'avez rappelé. Mais je viens en politique par deux voies. Parce que, et j'ai tiré aussi les leçons du fait que c'est le leadership. C'est la pratique de gouvernance à l'échelle d'un pays qui est quelque chose de déterminant. Donc, il ne s'agit pas simplement d'attendre des postes, d'attendre d'être victime directe, mais de se poser aussi les questions. Et j'en appelle à tous les Tchadiens qui nous regardent, de se regarder devant le miroir de leur histoire, de se demander quel type de Tchad nous voulons laisser pour demain. Je voudrais que nous ne travaillions pas pour une échéance électorale. Chez les transformateurs, c'est ce que nous voyons. Pas travailler pour une échéance électorale, pas pour un individu, mais travailler pour le Tchad pour les 30 prochaines années. Comment sera le Tchad pour les 30 prochaines années? Un Tchad pour lequel on laissera pour nos enfants de l'argent que nous prenons aujourd'hui comme emprunt sur 30 ans, 40 pour payer les maigres salaires. Ça veut dire que demain, peu importe le régime qui sera en place, il payera pour cela. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Un Tchad qui, dans les 10, 15 prochaines années, restera encore dernier en termes de développement? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Un Tchad qui ne devienne plus une perspective pour l'ensemble de tous ces enfants, mais qui devient seulement une terre d'opportunité pour quelques-uns. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Si nous ne voulons pas cela, n'attendons pas une échéance électorale. La transformation que nous voulons engager avec les Tchadiens, c'est dans les débats, c'est dans les actions, c'est dans l'engagement au jour le jour, sans attendre une échéance électorale. Et si ça dépendait que de moi, avec ou sans des échéances électorales, si les choses changent, avec ou moi, à des niveaux de responsabilité, si les choses changent, je serai l'homme le plus heureux. Donc voilà ce que je tenais en tout cas à vous répondre sur cette question. D'accord. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous accorde 45 secondes pour votre dernier mot. Nous avons pratiquement atterri. Ah oui, déjà? Je n'ai pas vu le temps passer. Je voudrais en tout cas parler aux compatriotes d'avenir. Et je voudrais commencer par dire, et cette année 2019 peut être le début de quelque chose de fondamental. N'ayons pas peur. Je voudrais m'adresser à tout le monde, à ceux qui travaillent dans nos administrations, qui travaillent avec le pouvoir actuel, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans la société civile, ceux qui ne se sont jamais engagés en politique. Je voudrais m'adresser à vous. N'ayons pas peur. Les jeunes qui me regardent,
vous représentez aussi l'essentiel de la population. N'ayons pas peur du dialogue intergénérationnel. N'ayons pas peur, on vous dira, vous allez perdre votre vie, si vous vous engagez pour des choses justes. Ne faites pas cela. Libérez-vous de vos peurs. Je pense que ceci est fondamental. Et ce Tchad de demain que nous devons bâtir ensemble, pour lequel nous devons nous battre tous, ça doit être un Tchad qui ne sera pas un Tchad d'un clan contre un autre. Et je voudrais dire aux gens, ceux qui vous disent qu'il s'agira de remplacer les Gouran ou les Zakawa par des Ngambay, des Mundang, non, ce n'est pas de cela qu'il est question. Ceux qui disent qu'il faut remplacer les musulmans ou les chrétiens par des musulmans ou inversement, ce n'est pas ce Tchad-là que nous voulons. Ce Tchad-là, ça doit être un Tchad de toutes les énergies de notre pays. Personne ne doit avoir peur. Et je voudrais aussi dire à ceux qui, aujourd'hui encore, sont en responsabilité dans notre pays, d'oser mettre de côté leur orgueil, d'oser commencer un autre chemin pour que ce qu'ils vont laisser dans l'histoire de notre pays soit quelque chose dont les gens se souviendront. C'est ce message-là aussi que je voudrais adresser, pour dire que le chemin que nous sommes en train de prendre collectivement est un mauvais chemin. Et il n'y a pas de honte, quand on est dirigeant d'un pays, quand on est décideur public, de s'arrêter à un moment donné, de se dire ce chemin que nous sommes en train de prendre n'est pas le bon. Et si nous avons ce courage-là collectivement de nous arrêter, nous allons dessiner quelque chose d'alternatif. J'entends les gens dire, et au sommet de l'État, que en dehors d'eux, que le pays sera à feu et à sang. Mais non, aucun pays, aucun homme n'est indispensable pour son pays. Et donc qu'il n'ait pas peur, y compris de se mettre à côté et de laisser des soldats de développement enfin aussi contribuer avec des exigences nouvelles, avec une énergie nouvelle à la transformation de notre pays. Ceci est quelque chose que chacun de nous doit être capable d'entendre. Et ce pays, c'est le dernier point que je voudrais faire. Oui. Nous avons beaucoup mis l'accent sur la sécurité, qui est une chose importante. Aucun Tchadien, aucun responsable sérieux, aucun partenaire sérieux ne peut dire que la sécurité n'est pas importante. Mais les soldats de sécurité, aussi braves soient-ils, sans les soldats de développement, ce pays n'ira pas loin. Ce pourquoi je plaide, c'est d'avoir à côté des soldats de sécurité de notre pays, qu'il faut transformer encore, c'est un débat, des soldats de développement qui vont contribuer. Élever la question de la sécurité et du développement au même niveau. Parce que si nous ne faisons pas cela, ce pays va avoir une situation de chaos un jour. Et personne ne peut se satisfaire de cette perspective. Parce que ces millions de jeunes qui se forment sans emploi, qui sont des scientifiques et des littéraires, qui sont formés ici ou à l'étranger, qui n'ont que la certitude du chômage que je vois tous les jours, qui sont dans nos rues, qui n'ont pas de perspective, ils n'auront plus rien à perdre. Et ce nombre qui va croissant, ce sera la plus grande cause d'insécurité dans notre pays, premièrement. Donc nous devons transformer nos services de sécurité, faire en sorte même qu'ils contribuent au projet de développement, élever la question du développement au même niveau que la question de sécurité. Et ensuite, j'ai quelque chose à dire. J'ai entendu M. Déby une fois dire qu'il voulait quitter le pouvoir, il voulait laisser la place, mais qu'il n'a pas trouvé des gens capables de le remplacer et qu'il a peur qu'après lui, ce sera le chaos. Mais ce que nous lui disons, c'est que quitter le pouvoir, ce n'est pas mourir. Il sera à côté. Et les Tchadiens sont prêts. Il y a des Tchadiens compétents, capables de continuer le travail qu'il a trouvé, qu'il a essayé de faire et de continuer en apportant de l'énergie additionnelle pour la suite. Et il peut se mettre simplement à côté. Je fais sous forme de boutade, mais une proposition concrète. S'il acceptait enfin d'organiser des élections libres, transparentes, pour créer les conditions d'une alternative, d'une alternance, j'allais dire, enfin démocratique dans notre pays, comme on a vu en RDC, où c'est en train de se dessiner en RDC, et qui se met à côté. Les Tchadiens peuvent décider même par référendum de lui garantir la sécurité, de lui garantir la protection, et puis de faire de lui peut-être un envoyé spécial, ou bien un Manitou, un gourou, si vous voulez, sur les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Pas seulement pour le Tchad, mais dans le Sahel. Et il sera à côté. Et s'il veut se reposer, il peut même se reposer à Amdiaras, ici à côté. Et puis de temps en temps, il sera consulté sur ces questions stratégiques militaires qu'il connaît bien en tant que général. Son expérience peut servir son pays. Ce n'est pas en restant uniquement au pouvoir qu'on peut servir. Et comme il sera à côté, s'il se rend compte que les choses ne vont pas bien,
il a toujours la possibilité d'agir pour faire que les choses reviennent dans l'ordre. Et il laisse les soldats de développement de notre pays, qui sont des Tchadiens de toutes les régions, de toutes les religions, travailler à la transformation de notre pays. Parce que dans son vœu, dans ses différents messages, il fait un excellent diagnostic, mais les solutions lui échappent. Nous lui disons qu'il y a des nouvelles générations aussi qui sont là, compétents, qui ont ces solutions-là. Il s'agit simplement de les laisser s'exprimer. Et alors, ils contribueront à la transformation de ce pays. Et alors, il n'aura pas peur d'un bain de sang, il n'aura pas peur d'une chasse à l'homme, il n'aura même pas peur de sa famille qui serait peut-être en insécurité. Non, parce que le travail devant nous est tellement important que nous n'avons pas besoin de perdre le temps pour regarder en arrière. Et donc, il ne s'agira pas de pourchasser les Akawa, de pourchasser les Gourans, de pourchasser les je ne sais plus qui. Non, il s'agira de construire un Tchad de tous les Tchadiens pour l'avenir. Et c'est ça aussi. En faisant comme ça, il va contribuer peut-être à marquer différemment l'histoire. Parce que si nous ne faisons pas ces choses-là, alors nous donnons juste comme alternative la violence politique qui a toujours présidé au changement et aux alternances dans notre pays, toujours par la violence. Donc des Tchadiens de bonne foi qui veulent que les choses changent et face à qui, en tout cas, qui voient que dans notre pays, l'espace démocratique est fermé et ils choisissent quoi? Les armes. Ou alors, nous allons avoir la présidence intégrale, dure, pure, refermée, qui va conduire aussi au chaos. Ou alors, nous allons avoir la rue qui excédée de ces gens qui n'ont pas de perspective, qui vont conduire aussi au chaos. Entre tout ça, il y a une alternative. Vous avez épuisé les 45 minutes que je vous ai accordé. Voilà, donc je finis, je chute. Oui. Entre tout ça, il y a une alternative. Cette alternative, ça veut dire créer les conditions pour porter le Tchad vers un autre niveau de son développement avec les Tchadiens de tous bords. C'est cela la voie de la raison. Et chacun des Tchadiens doit pouvoir se poser la question si cette voie est une voie possible qui doit nous permettre de changer le Tchad tout en gardant nos acquis et en nous inscrivant dans un Tchad qui va rentrer enfin dans le XXIe siècle, un Tchad que je considère comme un Tchad transformé, un Tchad qu'on considère comme une république de développement intégral pour l'ensemble de ses filles et de ses fils. Voilà, nous avons donc pratiquement épuisé le temps qui nous est imparti et notamment les 45 secondes également. Vous avez débordé, mais je vous remercie donc pour votre disponibilité, toujours à Electron Télévision, et d'être venu encore ce soir dans le cadre donc de cette émission. Merci à vous et merci et je souhaite une excellente année. J'ai commencé par une année d'espérance. Je voudrais souhaiter à la fin de cette émission une année encore d'espérance. Et simplement n'ayons pas peur. Et disons-nous qu'il est toujours temps de faire ce qui est juste et faisons en sorte que nos choix ne regardent pas nos peurs, mais plutôt l'espoir et l'espérance que nous avons pour notre pays. C'est à cela que nous devons nous engager. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je vous remercie également pour votre disponibilité, surtout pour votre fidélité de nous avoir suivis donc du début et nous voilà à la fin donc de cet entretien avec Dr Succé Masra qui est notre invité aujourd'hui dans le cadre de cette émission Vérité politique, premier numéro de l'année 2019. On se donne donc rendez-vous demain pour boucler donc ce premier numéro de Vérité politique pour l'année 2019. D'ici là, portez-vous bien et à demain.